Les lumières de Noël clignotaient encore lorsque mon père m'a tendu un badge nominatif devant tout le monde. Il pendait à un lacet rouge bon marché et portait l'inscription «La fille de l'oncle Sam». Les gens ont ri bruyamment, à l'aise. Ma sœur a souri d'un air moqueur et a dit «La nourriture est pour la famille». Il n'y avait pas de chaise pour moi à la table. Alors, j'ai calmement posé une enveloppe sur la nappe blanche, regardé autour de la pièce et prononcé 4 mots qui ont figé tous les sons sur place. Les fourchettes se sont immobilisées. Les verres sont restés suspendus en l'air. Personne ne riait plus. Et c'est à ce moment-là que Noël s'est terminé pour ma famille. La salle à manger sentait le pain, la cannelle et quelque chose de cher que je ne pouvais pas identifier. La maison de mon père sentait toujours l'argent à Noël. De vraies bougies au lieu de celles à piles, des guirlandes épaisses enroulées serrées autour de l'escalier. Un arbre qui avait été décoré par un professionnel, comme il aimait le dire. Le genre de Noël qui rend bien en photo et qui semble rigide quand on y reste trop longtemps. Je me tenais juste à l'entrée, mon manteau encore sur le dos, mes bottes laissant de légères empreintes humides sur le parquet poli. La neige avait commencé à tomber dehors pendant le trajet, douce et silencieuse, du genre qui me rendait habituellement nostalgique. Cette nuit-là, elle me faisait simplement me sentir plus loin. Je m'appelle Emily Carter. J'ai 36 ans et je sers dans l'armée des États-Unis. Je n'avais pas porté mon uniforme ce soir-là. J'avais appris, il y a des années, que le porter autour de ma famille me transformait en accessoire, en sujet de conversation, en quelque chose à pointer du doigt quand les invités arrivaient. Alors, j'avais mis un simple pull sombre, un jean, mes cheveux tirés en arrière, propres et nets, encore militaires, mais sans le costume qu'ils aimaient m'imposer. Mon père a frappé dans ses mains quand je suis entrée. «La voilà», a-t-il dit, d'une voix vive et exercée. Tout le monde, Émilie a réussi à venir. Quelques têtes se sont tournées, quelques sourires. Ma sœur Rachel n'a pas levé les yeux de son téléphone. Papa a traversé la pièce vers moi, tenant quelque chose derrière son dos. J'ai supposé que c'était un cadeau blagueur. Il adorait ça, quelque chose de bruyant, quelque chose qui provoquait une réaction. Il s'est arrêté juste devant moi et a tendu la main. C'était un badge nominatif, bordure rouge en plastique, centre blanc, lettres en majuscules. La fille de l'oncle Sam. Pendant une demi-seconde, mon cerveau n'a pas compris. Puis la pièce a explosé. Le rire a rebondi sur les hauts plafonds. Quelqu'un près du bar a même applaudi. Un de mes oncles a gloussé et a dit « C'est une bonne celle-là, Franck ». Papa a souri, fier. Juste un peu d'humour de Noël, a-t-il dit. On ne veut pas que quiconque oublie qui paie son salaire. Il l'a accroché lui-même à mon pull, les doigts rapides et décontractés, comme s'il avait fait ça 1000 fois. Rachel a enfin levé les yeux. Elle a jeté un coup d'œil au badge, puis à moi, et a retroussé un coin de sa bouche en un sourire moqueur que je connaissais trop bien. Eh bien, a-t-elle dit en hochant la tête vers la table, la nourriture est pour la famille. Encore du rire, plus doux cette fois, mais toujours présent. J'ai regardé la table. 12 couverts, de la porcelaine fine avec des bords dorés, des serviettes en lin pliées à la perfection, des verres en cristal captant la lumière du lustre, et 11 chaises. Pas 12. Il n'y avait pas de siège pour moi. J'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Pas une douleur aiguë, pas de la colère, quelque chose de plus froid, quelque chose qui s'installait. J'ai balayé la pièce du regard lentement. Ma mère n'était pas là. Elle était décédée 3 ans plus tôt, et parfois je me demandais si c'était là que tout avait vraiment commencé. Les amis de mon père se tenaient en groupe, verre de vin à la main. Le mari de Rachel était adossé à sa chaise, les yeux sur son téléphone, feignant de ne rien remarquer. Ma tante évitait mon regard complètement. Personne n'a dit un mot. J'ai levé la main et décroché le badge de mon pull. Le plastique était chaud de mon corps, léger, insignifiant. Je l'ai retourné une fois dans ma main, puis posé sur le buffet. « Je vais juste poser mes affaires », ai-je dit calmement. Ma voix semblait stable. Cela m'a surprise. J'ai marché vers l'entrée et posé mon manteau sur la rampe.
Mes mouvements étaient mesurés, délibérés, comme ils le sont quand on a été entraîné à ne pas réagir avant de comprendre pleinement la situation. Quand je me suis retournée, Rachel avait déjà repris ma place dans le flux de la pièce. Elle riait maintenant, racontant à quelqu'un le voyage au ski qu'il prévoyait en janvier. Papa était passé au remplissage des verres, racontant une autre histoire sur son club de golf. Je n'existais plus. Je me suis quand même dirigée vers la table, m'arrêtant dans l'espace vide où ma chaise aurait dû être. Je pouvais sentir l'absence comme une chose physique, le vide, le message. C'est alors que j'ai fouillé dans mon sac. L'enveloppe était épaisse, en papier craft, non marqué. Je l'avais portée tout le trajet, posée sur le siège passager comme une promesse silencieuse. Je n'avais pas prévu de l'utiliser ce soir-là. Pas au départ. Mais certaines limites, une fois franchies, ne se refranchissent pas. J'ai posé l'enveloppe doucement sur la table, juste devant l'assiette de mon père. Le bruit qu'elle a fait contre la porcelaine n'était pas fort, mais il a traversé la pièce quand même. Les conversations ont faibli. Quelqu'un s'est raclé la gorge. La musique des enceintes semblait soudain trop forte. Papa a froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé, vraiment regardé. L'homme qui m'avait élevé à croire au travail acharné, à tenir bon et à ne laisser personne me rabaisser. L'homme qui m'avait appris à changer un pneu, à donner un coup de poing si nécessaire, à être dur dans un monde qui ne laissait pas de place à la douceur. L'homme qui pensait maintenant que mon service était une blague. Puis j'ai parlé. Vous venez de tout perdre. 4 mots. C'est tout ce qu'il a fallu. La pièce est devenue silencieuse. Rachel a laissé échapper un rire court et nerveux. Mon Dieu, Émilie, ne sois pas si dramatique. C'est une blague. Mon père a fixé l'enveloppe, puis m'a regardée. De quoi parles-tu? J'ai attrapé le badge sur le buffet, les ramassé et les posé proprement sur l'enveloppe. Je ne resterai pas pour le dîner, ai-je dit. Joyeux Noël. Pendant un moment, personne n'a bougé. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a dit mon nom. Je me suis retournée et suis sortie, passant devant l'arbre, devant les cadeaux soigneusement emballés qui ne signifiaient soudain plus rien, devant les photos de famille sur le mur qui ne m'incluaient plus depuis des années. L'air froid de la nuit m'a frappé le visage dès que la porte s'est refermée derrière moi, vif, propre, honnête. Mon téléphone a vibré dans ma poche avant que j'atteigne ma voiture. Je n'ai pas regardé. En sortant de l'allée, la maison brillait derrière moi, chaude et parfaite, pleine de gens qui pensaient avoir bien ri. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se trouvait dans cette enveloppe et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. J'ai roulé longtemps sans destination, les lumières de Noël se brouillant en traînées rouges et blanches, tandis que la neige s'intensifiait. Mon téléphone a vibré encore, puis encore. Rachel, papa, Rachel, encore. Je l'ai retourné face contre le siège passager et me suis concentrée sur la route. Les gens aiment penser que des moments comme ça arrivent d'un seul coup, qu'on entre dans une pièce, qu'on se fait humilier et qu'on décide soudain de tout brûler. Mais la vérité est plus silencieuse, plus lente. Ce qui s'est passé à cette table n'était pas le début. C'était le moment où j'ai enfin arrêté de faire semblant. Je me suis arrêtée dans un dîner au bord de l'autoroute, du genre avec des lumières fluorescentes et une enseigne fanée qui promettait du café chaud comme un serment sacré. À l'intérieur, ça sentait la graisse, le sucre et le vieux vinyle. Une femme à peu près de l'âge de ma mère m'a servi du café sans poser de questions. J'ai enveloppé mes mains autour de la tasse et laissé la chaleur pénétrer. J'ai pensé à comment j'en étais arrivée là. J'avais grandi dans la maison de mon père en croyant que 2 choses comptaient par-dessus tout, la loyauté et les apparences. Papa était le genre d'homme qui se levait pour l'hymne avec la main sur le cœur et qui se plaignait bruyamment des jeunes d'aujourd'hui, tout en s'assurant que les voisins remarquaient son mât de drapeau. Il parlait du service comme certains hommes parlent de Dieu, avec révérence en théorie, de manière contrôlante en pratique. Quand je lui ai dit que je m'enrôlais, il n'a pas crié. Il ne l'a pas interdit. Il est juste devenu silencieux. « Tu n'as pas besoin de faire ça », a-t-il dit enfin.
On peut t'aider à entrer dans une bonne école. Rachel s'en sort bien sans tout ce drame. Drame? C'était le mot qu'il avait utilisé. Comme si choisir mon propre chemin était une crise. Je me suis enrôlée quand même, pas pour me rebeller, pas pour prouver quelque chose. Je me suis enrôlée parce que je voulais quelque chose qui m'appartienne, parce que je voulais gagner ma place au lieu de l'hériter. Parce qu'après la mort de maman, la maison semblait plus petite et j'avais besoin de respirer. Au début, papa se vantait auprès des bonnes personnes, celles qui hochèrent la tête avec approbation et disaient des choses comme « Eh bien, c'est impressionnant » ou « Bravo pour elle ». Autour d'eux, j'étais sa fille en uniforme, la preuve qu'il avait élevé quelqu'un de discipliné et patriotique. En privé, c'était différent. Il m'appelait « propriété du gouvernement », me demandait si j'avais appris à suivre les ordres. Chaque conversation revenait à ce que je lui devais, à la famille, au nom. Rachel jouait le jeu, levant les yeux au ciel quand je parlais d'entraînement, souriant d'un air moqueur quand je mentionnais les longues nuits ou les fêtes manquées. « Tu as choisi cette vie », disait-elle. « Ne joue pas les martyrs. » Au fil du temps, mon service a cessé d'être quelque chose qu'il respectait pour devenir quelque chose qu'il se sentait en droit d'utiliser. J'ai remué mon café et regardé par la fenêtre du dîner pendant qu'un chasse-neige passait en grondant. J'ai pensé à l'année passée en particulier, à la façon dont papa avait commencé à poser plus de questions, des questions détaillées. Donc, qui gère ton argent quand tu es déployé? Qui est listé si quelque chose t'arrive? Ton crédit est probablement excellent, hein? Avec tous ses avantages? Il le disait décontracté, comme s'il était juste curieux, comme un père veillant sur sa fille. Rachel était moins subtile. Tu devrais vraiment mettre papa comme contact d'urgence, avait-elle dit une fois en faisant défiler son téléphone. Ça simplifierait les choses, surtout si tu es à l'étranger. Simplifier pour qui? J'avais écarté ça au début, me disant que j'étais trop sensible, que les familles posaient des questions, que tout n'était pas une menace. Mais ensuite sont arrivés les papiers. Papa m'avait envoyé par email quelques documents à examiner, des formulaires à moitié remplis, mon nom déjà tapé, les lignes de signature surlignées. Ce n'était rien d'officiel, avait-il dit. Juste de la planification de contingence, des trucs d'héritage, des choses intelligentes d'adultes. Je n'ai pas signé. C'est là que le ton a changé. Rachel a arrêté de m'inviter à des choses, sauf si papa était présent. Les conversations sont devenues sèches. Les blagues se sont aiguisées. J'ai commencé à me sentir comme une invitée dans ma propre famille, bienvenue seulement si je jouais le rôle qu'il m'avait assigné. La fille de l'oncle Sam. La serveuse a rempli ma tasse. « Ça va, ma chérie » a-t-elle demandé doucement. « Oui », ai-je dit après un moment. « Ça ira. » Quand j'ai quitté le diner, je ne suis pas retournée au logement de la base, ni chez un ami. Je me suis enregistrée dans un petit motel à la sortie de la ville, j'ai payé en liquide et me suis assise au bord du lit, fixant l'enveloppe que j'avais enfin sortie de mon sac. À l'intérieur, il y avait des copies, des avis, des révocations, une piste papier que j'espérais ne pas avoir à utiliser. J'avais commencé à la constituer des semaines plus tôt, après une conversation qui ne me quittait pas. Rachel avait appelé, la voix vive, trop vive. « Papa s'inquiète pour toi », avait-elle dit, « pour tout ce que tu portes toute seule. Il pense que ce serait bien si quelqu'un aidait à gérer les choses. Tu sais, juste au cas où. » « Au cas où quoi ?» avais-je demandé. Il y a eu une pause, juste assez longue. « Tu es dans l'armée », avait-elle dit. N'importe quoi pourrait arriver. Cette nuit-là, j'avais pris mon premier rendez-vous avec un avocat. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que je voulais de la clarté. L'avocate était calme, méthodique. Elle a expliqué ce que je soupçonnais déjà. Que mes finances retenaient les miennes. Mes décisions étaient protégées. Ma signature était la seule chose qui pouvait leur donner accès. Elle a aussi expliqué à quel point la pression et l'inquiétude familiale pouvaient être utilisées pour brouiller cette ligne. « Donc, que voulez-vous faire » avait-elle demandé. J'avais pensé aux questions de mon père, au sourire moqueur de Rachel, à la façon dont mon nom avait commencé à apparaître sur des documents que je n'avais pas approuvés.
Je veux m'assurer que personne ne puisse parler en mon nom, avais-je dit. Jamais. Elle avait hoché la tête. Alors, nous rendrons cela très clair. Je me suis allongée sur le lit du motel, le chauffageur cliquetant doucement, et j'ai pensé à l'expression sur le visage de mon père quand j'avais posé l'enveloppe sur la table. La confusion, la perte soudaine de contrôle. Il pensait que le badge était l'insulte. Il ne réalisait pas que la vraie était encore scellée. Dehors, la neige tapotait contre la fenêtre comme une ponctuation silencieuse. Demain, ils ouvriraient l'enveloppe et rien ne serait plus pareil. Le matin est arrivé lentement, le genre de matin gris d'hiver qui ne s'annonce pas tant qu'il s'infiltre autour des bords. Je me suis réveillée dans le lit du motel avec mes bottes encore près de la porte et mon téléphone sombre sur la table de nuit. Pendant quelques secondes, je n'ai pas souvenu où j'étais. Puis le souvenir du badge, du rire, de la chaise vide est revenu d'un coup, vif et immistakable. Je me suis assise et ai frotté mon visage, sentant la douleur dans mes épaules qui ne partait jamais vraiment. Des années à porter du matériel, de l'attention, des responsabilités. J'ai attrapé mon téléphone et l'ai allumé. 23 appels manqués, 14 messages. Je n'en ai ouvert aucun. Au lieu de ça, je me suis douchée, habillée et ai fait mon sac avec l'efficacité qui vient de l'habitude. L'enveloppe est restée exactement où elle était, rangée, plate et protégée. Je n'étais pas en colère, pas comme les gens s'y attendent. Je me sentais concentrée, claire. Cette clarté n'était pas venue du jour au lendemain. Elle s'était construite pendant des mois. La vérité, c'est que ma famille m'avait transformée en symbole bien avant de me tendre ce badge. La fille de l'oncle Sam n'était pas une blague sortie de nulle part. C'était une étiquette qu'ils utilisaient discrètement, commodément, quand ça leur convenait. Au barbecue du quartier, papa me tapotait l'épaule et disait « C'est notre fille du gouvernement », comme si j'étais un investissement qu'il avait fait et qui payait en monnaie sociale. Quand les gens demandaient ce que je faisais, il répondait pour moi, en embellissant juste assez pour que ce soit impressionnant, sans jamais demander s'il avait bien compris. Rachel s'y a donné encore plus. Tu sais, Émilie a tous ses avantages, disait-elle à ses amis. Soins de santé, logement, tout le truc. Ça doit être sympa d'avoir l'oncle Sam qui s'occupe de toi. Elle ne le disait jamais avec admiration, toujours avec ce tranchant, comme si mon indépendance était de la triche. Ce qu'il ne voyait pas, ou choisissait de ne pas voir, c'était les anniversaires manqués, les fêtes passées dans des fuseaux horaires différents, les nuits silencieuses où le poids de tout s'installait et où il n'y avait personne à qui le passer. Le service était quelque chose qu'ils aimaient afficher, pas comprendre. Environ 2 mois avant Noël, papa m'avait invité à dîner. Juste lui et Rachel. Pas d'invité, pas de spectacle. J'espérais que ça signifiait que quelque chose s'était adouci. À mi-repas, il s'est adossé à sa chaise et a dit « J'ai réfléchi à quel point tout est dispersé. Tes comptes, tes papiers. Si quelque chose arrivait, ce serait un chaos. » Rachel a hoché la tête. « C'est juste pratique, » a-t-elle dit. « On est une famille. On devrait s'aider mutuellement. » J'ai senti ce resserrement familier dans ma poitrine. « Aider comment ?» ai-je demandé. Papa a agité la main. Rien de dramatique, juste l'accès pour qu'on puisse intervenir si besoin. Intervenir où? Ai-je insisté. Une autre pause. Un autre regard entre eux. C'est là que j'ai su, ai-je réalisé plus tard. Il ne s'inquiétait pas pour moi. Il s'inquiétait pour le contrôle. Après ce dîner, les commentaires se sont aiguisés. Rachel a commencé à blaguer sur le fait que je travaillais pour le gouvernement comme si ça signifiait que je ne comprenais pas l'argent. Papa a commencé à m'envoyer des articles sur des soldats qui avaient tout perdu parce qu'ils n'avaient pas planifié à l'avance. Puis, il y a eu les formulaires. J'en ai trouvé un imprimé et posé sur mon ancien bureau la fois suivante où j'ai visité. Un projet de procuration. Mon nom tapé proprement en haut, ligne de signature attendant en bas. Pas d'explication, pas de conversation. J'ai confronté Rachel en premier. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé en tendant le papier. Elle a haussé les épaules. «
Papa pensait que ce serait intelligent. Tu sais, juste au cas où tu sois injoignable. Je ne suis pas injoignable, ai-je dit. Je suis une adulte. Elle a souri finement. Tu es aussi célibataire et souvent absente. C'était le moment où j'ai arrêté de leur accorder le bénéfice du doute. J'ai commencé à faire plus attention, remarquant des choses que j'avais écartées avant. La façon dont papa demandait des copies de mes documents, la façon dont Rachel demandait des détails sur mes déploiements, mes avantages, mes économies. La façon dont les conversations semblaient toujours revenir à ce que j'avais et à quel point ça devait être compliqué. Un après-midi, je suis arrivée tôt pour récupérer quelque chose chez papa, et j'ai entendu des voix dans la cuisine avant d'atteindre la porte. Je n'essayais pas d'écouter. Je me suis figée parce que mon nom a été mentionné. Elle ne dira pas non, disait Rachel. Elle est entraînée à suivre les ordres. Papa a ri. Elle est dure, mais c'est encore ma gamine. Elle signera. Rachel a continué. Elle ne voudra pas avoir l'air ingrate. Je me suis reculée silencieusement et suis partie sans un mot. Cette nuit-là, je me suis assise seule dans mon appartement et ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai cherché des avocats spécialisés en planification successorale et autonomie financière. Je n'ai dit à personne. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas demandé la permission. J'ai préparé. L'avocate que j'ai choisie ne m'a pas pressée. Elle a écouté pendant que j'expliquais les dynamiques familiales, la pression subtile, les papiers apparaissant sans consentement. Vous n'imaginez pas ça, a-t-elle dit enfin. Ça arrive plus souvent que les gens ne l'admettent, surtout quand les membres de la famille pensent savoir ce qui est le mieux pour vous. Elle a exposé mes options. Révocation, avis, limites clairement définies et légalement appliquées. Une fois que c'est en place, a-t-elle dit, personne ne peut agir en votre nom sans votre approbation explicite. J'ai signé, documenté, sécurisé tout. Et puis j'ai attendu. Noël est arrivé enveloppé de lumière et de rire. Et d'un test final de combien il pensait que je me ferais petite. Debout dans cette salle à manger, badge pendant, chaise manquante, j'ai réalisé autre chose aussi. Ils n'avaient pas juste planifié de gérer mes affaires. Ils avaient planifié de me gérer, de me garder utile quand c'était pratique et invisible quand non, d'habiller mon service en patriotisme tout en le dépouillant de dignité. L'enveloppe sur la table n'était pas une vengeance. C'était une limite. En quittant le motel plus tard ce matin-là, mon téléphone a vibré encore. Cette fois, j'ai regardé. Un message de papa, court, tranchant. « Qu'est-ce que tu nous as donné hier soir ?» J'ai répondu juste 4 mots. « Vous le saurez. » Puis j'ai roulé vers le cabinet d'avocat, le soleil d'hiver perçant faiblement à travers les nuages, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le contrôle. Le cabinet d'avocat était situé entre un pressing et une boulangerie qui sentait le sucre même à travers le froid. Ce n'était pas impressionnant. Pas de sol en marbre, pas de hall imposant, juste une petite plaque en laiton près de la porte et une salle d'attente avec des chaises qui avaient été retapissées plus d'une fois. J'aimais ça. Ça semblait réel, solide, le genre d'endroit où les choses étaient faites avec soin et discrétion. Je suis arrivée tôt et me suis assise les mains pliées sur les genoux, regardant la trotteuse de l'horloge avancer. Quand mon nom a été appelé, j'ai suivi la réceptionniste dans un court couloir vers un bureau bordé d'étagères et de certificats encadrés. Mon avocate, Laura Whitman, s'est levée pour me saluer. Elle avait la fin de la cinquantaine, des cheveux gris mêlés à ses cheveux sombres, des lunettes perchées bas sur le nez. Elle ne souriait pas trop vite, ni ne parlait trop fort. Elle avait le calme de quelqu'un qui avait vu des familles se déchirer pour bien moins. « Vous êtes venu préparer ?» a-t-elle dit quand j'ai posé mon dossier sur son bureau. « Il le fallait », ai-je répondu. Nous avons passé les 2 heures suivantes à tout revoir encore. Comptes, bénéficiaires, procurations qui avaient été rédigées mais jamais signées. Email, messages, la piste de pression déguisée en inquiétude. Laura s'est adossée à sa chaise quand nous avons fini. « Vous comprenez ?» a-t-elle dit. « Ce qu'il tentait n'était pas encore illégal, pas jusqu'à ce que vous signiez. »
Je sais, ai-je dit. C'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Elle a hoché la tête. Ce que vous avez fait maintenant rend votre position très claire. Pas d'ambiguïté, pas d'accès, pas de place pour l'interprétation. J'ai pensé à l'enveloppe posée sur la table de mon père, non ouverte ou peut-être déjà déchirée par des mains curieuses. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ai-je demandé. Ça dépend de leur réaction, a-t-elle dit. Mais légalement, vous êtes protégé. Tout dans cette enveloppe est exécutoire, immédiat. Ils peuvent argumenter, vous culpabiliser, mais ils ne peuvent pas l'annuler. Je l'ai remercié et me suis levée, me sentant plus légère qu'en entrant. Dehors, le ciel s'était dégagé juste assez pour que le soleil se reflète sur la neige, rendant tout douloureusement lumineux. Je me suis assise dans ma voiture un moment avant de démarrer le moteur, me laissant respirer. Le trajet de retour vers la ville était silencieux. Mon téléphone a sonné 2 fois. Je l'ai ignoré. Au moment où j'ai atteint le motel, il y avait un message en attente de Rachel. « Es-tu sérieuse ?» Je n'ai pas répondu. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé de papa. « On doit parler maintenant. » J'ai fixé l'écran, puis posé le téléphone, et suis allée me faire du café avec la petite machine du motel. Le café était faible et avait un goût de plastique brûlé. Je l'ai bu quand même. Je savais exactement ce qui se passait à la maison. Papa aurait ouvert l'enveloppe en premier, l'impatience prenant le dessus. Rachel aurait plané près de lui, lisant par-dessus son épaule. Ils auraient ri d'abord, supposant que c'était un geste dramatique, un bluff. Puis, ils auraient lu les mots qu'ils n'attendaient pas. Avis de révocation, fin de toute autorité implicite, cessation et abstention concernant l'utilisation du nom, de la ressemblance ou des informations financières, reconnaissance formelle du contrôle unique sur les actifs et les décisions. Il y avait aussi une copie de la procuration non signée qu'ils avaient laissée sur mon bureau des semaines plus tôt, jointe comme pièce à conviction. Preuve. J'imaginais le silence qui avait suivi, le changement, la réalisation qu'ils avaient mal calculé. Mon téléphone a sonné encore. Cette fois, j'ai répondu. « C'est quoi ce truc ?» Rachel a exigé sans préambule. « C'est exactement ce que ça dit. » Ai-je répondu calmement. « Tu ne peux pas faire ça, » a-t-elle dit. « On est ta famille. » La famille n'exige pas d'accès légal, ai-je dit. Le respect, si. La voix de papa a coupé, plus forte, plus en colère. Tu nous as embarrassés hier soir devant tout le monde. Je me suis adossée au lit et ai fermé les yeux. Vous vous êtes embarrassé vous-même. Tu penses que c'est drôle, a-t-il claqué, de faire une cascade légale à cause d'une blague. Ce n'était pas une blague, ai-je dit, et ce n'était pas soudain. Rachel a ricané. Tu surréagis, tu fais toujours ce truc de soldat dur. Arrête, ai-je dit, ma voix basse mais ferme. Cette conversation est terminée. Tu ne décides pas ça, a aboyé papa. Je viens de le faire. J'ai raccroché avant qu'aucun des deux ne puisse répondre. Le lendemain a été pire. Appels, messages, messagerie vocale qui oscillaient follement entre colère et supplication. Rachel m'accusait de trahir la famille. Papa m'accusait d'être ingrate. Puis, quand ça n'a pas marché, ils ont essayé autre chose. L'inquiétude. Un message vocal de papa, plus doux cette fois. On s'inquiète pour toi, M. Ça ne te ressemble pas. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un. Je l'ai supprimé. Cet après-midi-là, ils sont apparus au motel. J'ai regardé de derrière le rideau pendant que la voiture de papa entrait sur le parking. Le SUV de Rachel juste derrière. Mon cœur a accéléré, mais ma résolution n'a pas vacillé. Ils ont frappé fort, trop fort. J'ai ouvert la porte juste assez pour les voir clairement, la chaîne encore attachée. « On doit parler », a dit papa en essayant d'avancer. « Non », ai-je répondu. « Vous devez partir. » Le visage de Rachel a rougi. « Tu ne peux pas nous exclure. »« Je peux, » ai-je dit, « et je le fais. » La mâchoire de papa s'est serrée. « Après tout ce qu'on a fait pour toi. » J'ai rencontré son regard. « C'est à propos de ce que vous avez essayé de prendre. » Le silence s'est étiré entre nous.
Rachel a jeté un coup d'œil autour du parking, puis à moi. Tu penses vraiment que tu es meilleur que nous maintenant? Non, ai-je dit. Je pense que j'ai enfin arrêté de vous laisser me traiter comme moi. Papa a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pendant un moment, j'ai vu quelque chose vaciller là. Confusion, peut-être même peur. La réalisation que la dynamique sur laquelle il s'était appuyé toute sa vie n'existait plus. Partez, ai-je dit encore. Ils l'ont fait. Pas gracieusement, pas silencieusement, mais ils sont partis. J'ai fermé la porte et ai appuyé mon front contre elle, laissant échapper un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à écouter les voitures passer sur l'autoroute dehors. L'enveloppe n'était plus juste une menace ou un symbole. C'était une limite. Et pour la première fois, elle tenait. Le matin, après que mon père et Rachel soient venus au motel, je me suis réveillée avant l'alarme. Mon corps y était habitué. Des années de formation matinale et de sommeil perturbé. Mais cette fois, ce n'était pas le devoir qui m'a tirée du lit. C'était un calme étrange, inconnu dans ma poitrine. Pas du soulagement, pas de la victoire, de l'espace. Je suis restée allongée à fixer le plafond, écoutant le chauffageur s'allumer et s'éteindre, et ai réalisé que quelque chose d'important s'était déjà produit. Pour la première fois de ma vie adulte, ma famille n'avait plus accès à moi par défaut. Pas à mon temps, pas à mon énergie, pas à mes décisions. Ça avait toujours été la règle non dite. Ils pouvaient exiger, et je répondais. Ils pouvaient pousser, et j'ajustais. Ils pouvaient blaguer à mes dépens, et j'avalais pour garder la paix. Cette règle avait disparu. Je me suis habillée lentement et ai roulé vers la ville. Pas vers la maison, pas vers le dîner, mais vers une agence bancaire que je n'avais jamais utilisée avant. C'était petit, calme, niché entre une pharmacie et un salon de manucure. Le genre d'endroit où personne ne connaissait mon nom de famille. J'ai ouvert un nouveau compte, transféré des fonds, changé les alertes, verrouillé l'accès. La femme qui m'aidait a souri poliment, posé des questions de routine, glissé des papiers sur le bureau. Pour elle, c'était juste un mardi ordinaire. Pour moi, ça ressemblait à reconquérir du terrain centimètre par centimètre. Vers midi, mon téléphone a sonné encore. Cette fois, c'était ma tante Linda. « Émilie, a-t-elle dit doucement, ton père est hors de lui. Il dit que tu coupes tout le monde. » Je pose des limites, ai-je répondu. Il y a eu une pause. C'est ton père. Et je suis sa fille, ai-je dit. Ça ne l'a pas arrêté. Linda a soupiré. Les gens parlent. Je sais. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? A-t-elle demandé prudemment. J'ai regardé par le pare-brise une ligne d'arbres nus, leurs branches noires contre le ciel d'hiver. La vérité, ai-je dit. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Laura encore. Pas parce que je devais, tout était déjà déposé, mais parce que je voulais être sûre. Sûre qu'il n'y avait pas de bouse en suspens. Sûre que ce que j'avais fait tiendrait sous la pression. Elle a revu les étapes supplémentaires que j'avais prises et a hoché la tête avec approbation. Vous vous êtes bien couverte, a-t-elle dit. S'ils essaient de pousser, d'intimider ou de déformer quoi que ce soit, appelez-moi. Ils essaieront, ai-je dit. Ils le font toujours, a-t-elle répondu. En quittant son bureau, mon téléphone a vibré avec un nouveau message de Rachel. Tu as rendu ça impossible. Papa est humilié. J'ai tapé lentement. L'humiliation vient des actions, pas des conséquences. 1 minute plus tard, 3 points sont apparus, puis disparus, puis réapparus. Tu penses que tu es si forte parce que tu portes un uniforme? J'ai fixé les mots plus longtemps que nécessaire. Je suis forte parce que j'ai enfin arrêté de m'expliquer. Ai-je répondu? Je l'ai bloqué. Cette nuit-là, je ne suis pas retournée au motel. J'ai roulé plus au nord vers une petite location que j'avais arrangée des semaines plus tôt. Une chambre, meuble simple, vue sur un lac gelé, et rien d'autre. Pas de souvenirs attachés encore. Pas d'attente. J'ai porté mon sac à l'intérieur, l'ai posé et suis restée dans le silence. Ça semblait vide, mais pas solitaire. 2 jours plus tard, la réaction a frappé de plein fouet.
Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années se souciaient soudain profondément de l'unité familiale. De vieux amis de mon père envoyèrent des messages pleins de déception et d'inquiétude. L'un a même suggéré que je traversais quelque chose et que je devrais considérer de l'aide. Je les ai tous lus. Je n'ai pas répondu. Puis est arrivée la lettre recommandée. Papa avait engagé son propre avocat. La lettre était rigide, formelle et soigneusement formulée. Elle suggérait une médiation. Elle impliquait de la confusion. Elle insinuait que je n'étais peut-être pas dans le meilleur état d'esprit à Noël. Laura l'a lu et a souri finement. Ils pêchent à la ligne, a-t-elle dit, et ils sont en retard. Dois-je répondre? Ai-je demandé. Non, a-t-elle dit. Le silence est une réponse. Alors, je suis restée silencieuse. Au 5e jour après Noël, mon père a enfin appelé d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Émilie, a-t-il dit calmement. Ça est allé trop loin. Je me suis adossée au comptoir de la cuisine, le lac dehors, parfaitement immobile. Vous avez franchi cette ligne, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant que vous ne l'aviez pas fait. Tu nous punis, a-t-il insisté. Non, ai-je répondu. Je me protège. Tu n'as pas à faire ça seul, a-t-il dit. J'ai pensé à la chaise qui n'était pas là, au rire, au badge. Je l'étais déjà, ai-je dit, et ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai pris l'enveloppe, maintenant vide, son travail accompli, et l'ai placée dans un tiroir. Je n'en avais plus besoin. Ce qu'elle représentait était déjà en vigueur. Il ne décidait plus qui j'étais. Il ne définissait plus ma valeur, et il n'avait plus de siège à la table à moins d'apprendre à respecter celui que j'avais réclamé pour moi-même. À la 2e semaine de janvier, le bruit a commencé à s'estomper. Pas parce que quiconque m'avait soudain comprise, mais parce qu'il manquait de mouvement. Je l'ai remarqué d'abord dans le silence, moins d'appels de numéros inconnus, moins de messages soigneusement formulés de parents qui voulaient juste vérifier. La panique avait brûlé chaude et rapide, et maintenant elle se refroidissait en quelque chose d'autre. Du ressentiment peut-être, ou de l'acceptation. Avec ma famille, c'était souvent dur de faire la différence. Je m'étais installée dans la location au bord du lac. Les matins étaient calmes là-bas, brisés seulement par le son de la glace se déplaçant loin sur l'eau et le bourdonnement bas d'une route distante. Je buvais mon café près de la fenêtre et regardais le ciel changer de couleur, me sentant plus ancrée que depuis des années. Puis mon père est réapparu. Cette fois, il est venu seul. J'ai vu sa voiture de l'intérieur, entrant dans l'allée étroite, comme si elle n'y appartenait pas vraiment. Il est resté derrière le volant un long moment avant de sortir, les épaules voûtées contre le froid. Il semblait plus vieux que dans mon souvenir, plus petit. Je n'ai pas ouvert la porte tout de suite. Quand je l'ai enfin fait, je suis restée à l'intérieur du seuil, les bras croisés lâchement, pas sur la défensive, juste ferme. « Et que veux-tu » ai-je demandé. Il a regardé derrière moi dans la maison, prenant en compte les meubles épars, le manque de décoration. « C'est ici que tu restes. »« Oui, tu n'avais pas à partir, » a-t-il dit. « Tu aurais pu rentrer à la maison ?» J'ai senti un scintillement à ce mot « maison ». Je l'ai laissé passer. « Vous avez clairement montré qu'il n'y avait pas de place pour moi, » ai-je dit. Il a expiré lentement. « Ce n'était pas mon intention. » C'était le résultat, ai-je répondu. Nous sommes restés là en silence. Le vent coupait à travers le lac gelé, vif et propre. « Je ne comprends pas pourquoi tu as dû le rendre légal, » a-t-il dit enfin. « Pourquoi tu as dû impliquer des avocats ?» J'ai étudié son visage, cherchant l'homme en qui j'avais confiance autrefois. « Parce que vous ne m'avez pas entendu quand j'ai parlé, » ai-je dit. « Vous n'avez fait attention que quand ça a affecté votre contrôle. » Sa mâchoire s'est serrée. « Ce n'est pas juste. » Je n'ai pas eu de chaise, ai-je dit calmement. C'était juste. Il a détourné le regard. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait s'excuser. Vraiment? Sa bouche s'est ouverte légèrement comme s'il cherchait les mots. Au lieu de ça, il a dit « Rachel prend ça dur. »
Bien sûr qu'elle le prenait dur. Je n'ai pas fait ça pour la blesser, ai-je dit. Je l'ai fait parce qu'elle t'a aidé à le planifier. Elle essayait de protéger la famille, a-t-il insisté, en décidant de ma vie pour moi? Elle s'inquiétait, a-t-il dit. Nous l'étions tous les deux. J'ai secoué la tête. Vous vous inquiétiez de perdre l'accès. Ça a porté. Ses épaules se sont affaissées juste un peu. Je voulais juste m'assurer que les choses étaient gérées correctement. Tu voulais me gérer? Ai-je dit. Il y a une différence. Il a frotté ses mains l'une contre l'autre comme il le faisait quand il était frustré. Donc, quoi maintenant? A-t-il demandé. Est-ce que tu nous coupes pour toujours? J'ai réfléchi à la question avec soin. Non, ai-je dit, mais je ne retourne pas à comment c'était. Il a hoché la tête lentement, comme s'il considérait des termes qu'il n'aimait pas. Ta mère n'aurait pas voulu ça. Celle-là a piqué. Il savait que ça le ferait. Je me suis redressée. Ne l'utilise pas, ai-je dit, ma voix stable mais froide. Elle m'a appris à me défendre. Tu m'as appris à paraître forte en public et faible en privé. Ses yeux ont claqué vers les miens. Ce n'est pas vrai, a-t-il dit. Si, ai-je répondu. Et tu le sais. Un autre silence s'est étiré entre nous, plus long cette fois. Qu'est-ce qu'il faudrait? A-t-il demandé enfin. Pour arranger ça. J'ai laissé la question planer un moment, puis ai répondu honnêtement. De la responsabilité, ai-je dit. Une vraie excuse. Pas pour m'avoir embarrassée, pas pour avoir dépassé les bornes, pour m'avoir manqué de respect, pour avoir traité mon service comme une blague et mon autonomie comme une commodité. Il a dégluti. Et Rachel, elle m'en doit une aussi, ai-je dit. Et jusqu'à ce que je l'entende, rien ne change. Il a hoché la tête encore, plus lentement cette fois. Je ne sais pas si elle le verra comme ça. Alors c'est son choix, ai-je dit, tout comme c'était le vôtre. Il a regardé le lac encore, puis moi. Tu as changé. J'ai considéré ça. Non, ai-je dit. J'ai arrêté de me rapetisser. Il n'avait pas de réponse à ça. Quand il s'est enfin tourné pour partir, il a hésité. Tu es encore ma fille. J'ai rencontré ses yeux. Alors traite-moi comme telle. Il est parti sans un mot de plus. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré avec un nouveau message. Rachel, je l'ai presque pas ouvert. Papa m'a dit ce que tu as dit, a-t-elle écrit. Et je pense encore que tu es allé trop loin, mais je ne pensais pas que tu partirais vraiment. J'ai lu le message 2 fois. Je ne pensais pas que tu me ferais choisir, a-t-elle ajouté. J'ai tapé lentement. Je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi moi-même. Je ne l'ai pas bloqué. Pas encore. J'ai posé le téléphone et suis sortie sur le petit porche. L'air était froid, amer, mais le ciel était clair, les étoiles vives et brillantes au-dessus. J'ai serré mon manteau plus fort autour de moi et respiré profondément. Pour la première fois, je ne me préparais pas à la prochaine confrontation. Quoi que vienne ensuite, ce serait à mes conditions. Au moment où février est arrivé, le lac a commencé à changer. La glace ne s'est pas brisée d'un coup. Elle s'est adoucie d'abord, craquée en fines lignes d'araignées qui se propageaient silencieusement sous la surface. Chaque matin, je la regardais de la fenêtre de la cuisine, café réchauffant mes mains, et pensais à la force qu'il fallait pour lâcher prise sans se briser. C'est comme ça que ma vie se sentait maintenant, différente, plus fine en certains endroits, plus forte en d'autres. Je n'avais pas eu de nouvelles de Rachel depuis des semaines, pas depuis son dernier message, lourd de ressentiment et de quelque chose proche de la peur. Mon père a appelé une fois, laissé un message vocal qui restait prudemment en surface. Pas d'accusation, pas d'excuse non plus. Juste une mise à jour sur un voisin que je me rappelais à peine et un commentaire sur la météo. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de ça, j'ai construit des routines qui m'appartenaient. Je courais le long du rivage gelé les matins, bottes craquant sur la neige, respiration stable et contrôlée. Je cuisinais des repas simples le soir, du genre qui ne requérait pas de coordination ou de performance. Je dormais profondément. Quand je rêvais,
Ce n'était pas de chaises vides ou de rire dans mon dos. C'était de routes ouvertes et d'espaces calmes. Un après-midi, je suis allée en ville pour des courses et suis tombée sur Madame Hargreave, une femme âgée qui vivait 2 portes plus loin. Elle a souri quand elle m'a vue, les yeux plissés. « Vous êtes la soldate » a-t-elle dit gentiment. J'ai attendu le tranchant. Il n'est pas venu. « Mon mari a servi » a-t-elle continué. Les gens aiment parler du service. Moins aiment le respecter. J'ai souri en retour. Ça a été mon expérience aussi. Elle m'a tapoté le bras. Vous semblez plus légère, a-t-elle dit. Quoi que vous ayez fait, continuez. Ces mots sont restés avec moi. Tard un soir, alors que le soleil se couchait derrière les arbres, mon téléphone a sonné encore. Cette fois, c'était Rachel. J'ai répondu. Je ne m'excuse pas, a-t-elle dit immédiatement, voix tendue. Pas pour tout. J'ai appuyé contre le comptoir et écouté. Mais, a-t-elle continué, je n'arrête pas de repasser cette nuit. Et je ne peux pas arrêter de penser à comment personne ne s'est levé pour toi. Je n'ai rien dit. Je ne pensais pas que tu partirais, a-t-elle admis. Je pensais que tu lèverais les yeux au ciel et que tu laisserais couler comme toujours. C'est le problème, ai-je dit calmement. Il y a eu une longue pause. Papa est en colère, a-t-elle dit. Il dit que tu nous punis. Je ne le fais pas, ai-je répondu. Je me protège. Tu ne reviendras vraiment pas, a-t-elle demandé. J'ai réfléchi à la question avec soin, à la maison pleine de gens qui riaient, à la table sans siège, au badge pendant d'un lacet rouge comme une marque. Je ne vais pas là où je suis diminuée, ai-je dit. Si cet endroit change un jour, on peut parler. Elle a expiré sèchement. Tu as changé. J'ai souri même si elle ne pouvait pas le voir. Non, j'ai juste arrêté de négocier ma valeur. Elle n'avait pas de réponse à ça. Nous avons raccroché sans résolution. Et pour la première fois, ça ne ressemblait pas à un échec. Ça ressemblait à de l'honnêteté. Un dimanche matin calme, peu de temps après, j'ai sorti le badge du tiroir où je l'avais mis des semaines plus tôt. Je l'ai tourné dans mes mains, traçant les lettres avec mon pouce. La fille de l'oncle Sam. J'ai pensé à tout ce que cette phrase était censée faire. Me rapetisser, transformer mon service en blague, me rappeler que peu importe ce que j'avais gagné, j'étais encore censée me remettre en ligne. Je suis sortie et l'ai jeté dans le lac. Il a disparu avec un son doux, à peine une ondulation. Cet après-midi-là, j'ai mis ma table pour une personne. Une simple table en bois, légèrement inégale, achetée d'occasion. J'ai placé une assiette au centre, un verre d'eau, une chaise tirée exactement où elle appartenait, et je me suis assise. Pas parce que j'étais seule, mais parce que je n'attendais plus la permission de prendre ma place. Si vous écoutez ça et que vous avez déjà été ri dans une pièce que vous avez aidé à construire, si vous avez déjà été étiqueté au lieu d'être respecté, si vous avez déjà resté debout pendant que tout le monde s'asseyait et vous êtes demandé quand c'était devenu acceptable, écoutez ça clairement. Vous ne devez votre dignité à personne, ni à votre famille, ni à votre histoire, ni à votre silence. Et quand quelqu'un vous tend un nom au lieu d'un siège, vous avez le droit de partir. Si cette histoire vous a touché, je veux vous entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous écoutez ou quelle partie de cette histoire vous a semblé familière. Nous partageons ces histoires parce que vous n'êtes pas seul et parce que réclamer votre place en vaut toujours la peine. Il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci sur des gens qui ont enfin choisi eux-mêmes après qu'on leur ait dit de rester petits. Donc, si vous voulez continuer ce voyage avec nous, abonnez-vous et rejoignez notre communauté. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous, vous méritez un siège à votre propre table.